contrôle radio. On nous tire dessus, mais on danse. Hé hé, hé hé, hé hé, hé. On s'en bat les couilles, on est mal payé, mais on rigole. Voilà. Et salut les Ops et bienvenue chez Stratégie. Vous êtes nombreux à poser des questions sur les missions que j'ai réalisées en Ukraine au début de la guerre. Extraction de réfugiés, acheminement de matériel médical et contre-kidnapping dans un camp de réfugiés. Aujourd'hui, je vous explique tout ça et je répondrai comme d'hab à vos questions Instagram en fin de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche. C'est parti! Le jour n'est pas encore levé lorsque soudain, aux quatre coins du pays, le ciel est déchiré par des boules de feu. À Dnipro, Soumy, Mariupol et même Kharkiv, à 300 km du Donbass. Partout, des explosions retentissent. Les Ukrainiens sont sous le feu des bombardements russes. En quelques heures, tout le pays a basculé dans une guerre lancée quelques minutes plus tôt par Vladimir Poutine. Les premiers chars russes entrent en Ukraine, par le nord ici à la frontière avec la Biélorussie, mais aussi par le sud via la Crimée. Le pays est cerné. Même Kiev, la capitale, se réveille sous le bruit des sirènes. Au même moment, à quelques kilomètres de là, une épaisse colonne de fumée se dresse au-dessus du ministère de la Défense. Des hélicoptères russes survolent la ville à basse altitude, alors que dans les rues, les blindés avancent. L'assaut est lancé. Bon alors, comment ça se passe en gros entre le moment où t'es chez toi et le moment où tu pars en mission? Ben, t'es chez toi, tu squattes devant l'ordi, puis un pote t'appelle en mode « Hey, des extractions de réfugiés en Ukraine pour une ONG, ça te dit ?» À ce moment-là, 3 questions. Quand, combien et avec qui? Départ dans les 48 heures, direction Krosno en Pologne. Combien? Bah, pas assez cher pour risquer sa vie, mais bon, l'appel de l'aventure et l'envie d'aider est là. L'équipe? Bon, c'est les copains. Si les 3 réponses sont satisfaisantes, l'ONG en question t'appelle et te donne les contacts des fixeurs, ton point de départ en Pologne et tes billets d'avion. Non, tu n'avances jamais aucun frais. Non, ton repas est pas prévu. Non, tu ne seras pas en business class non plus. Une fois sur place, tu rencontres l'équipe, tu détermines qui a le plus d'expérience et tu établis les 2 équipes de 3 qui se relayeront pour les extractions. Mais tout de suite, le briefing du jour 1. Bon, pour la jouer plus sérieux, voilà le topo. On est une équipe de 6, tous des indépendants, sous-traitants de sous-traitants. L'objectif en soi est assez simple. Il faut se rendre à la gare d'Elviv en Ukraine pour faire monter dans 3 bus des réfugiés sélectionnés par une ONG et leur faire passer la frontière vers la Pologne. Vu comme ça, on pourrait se dire « easy peasy, file-moi les clés du bus et puis en avant ». Sauf que, sur 6 personnes de la team, 2 n'ont aucune expérience opérationnelle et n'ont même pas pris leur gilet pare-balles et seulement 2 personnes, dont moi, parlent anglais. Ah, et aussi, les Russes bombardent les routes entre la Pologne et la gare d'Elviv pour empêcher la création des premiers couloirs humanitaires entre l'Ukraine et l'Europe, et ça, c'est pile sur notre chemin. Le point positif, c'est que je connais personnellement 2 gars que j'ai moi-même formés en TECC. On fait d'abord une première équipe avec les gars que je connais afin d'effectuer une reconnaissance de route. On a d'abord étudié sur une carte un itinéraire évitant les points sensibles comme les lieux d'entraînement de l'armée ukrainienne, les stations essence, les aéroports et tout ce qui pourrait être bombardé pour donner un avantage quelconque aux Russes. Une fois ce dégrossissement effectué, on s'est mis en route pour notre premier aller-retour. Et là, avant même d'avoir passé la frontière polonaise, on découvre dans notre bus un gars soi-disant médic pour l'ONG avec un passeport écossais. Première puce à l'oreille, on est censé être seul à l'aller, donc que des gars connus à bord. Deuxième tilt, sur son passeport, il a la double nationalité, écossais et russe.
On le prend en photo et on demande sur notre réseau à la responsable de l'ONG si ce gars bosse pour elle. À ce moment-là, on arrive à la frontière. Je reçois le message de la part de l'organisatrice qui me répond que non, cette personne est totalement inconnue. On s'organise discrètement avec les gars et lorsqu'on prend nos passeports à la frontière pour les vérifications, je raconte aux gardes frontières que je connais pas ce gars et qu'il n'est pas sur mon ordre de mission. Ils l'ont fait descendre et nous l'avons jamais revu. On a appris 2 jours plus tard que c'était un infiltré russe chargé de faire la reconnaissance des routes humanitaires. Après avoir passé la frontière, on a fait arrêter les bus et nous les avons dépoussiérés. On a cassé et jeté un chargeur d'iPhone que le gars avait balancé sous un siège. Sur ce premier aller vers Lviv, on relève tous les points GPS susceptibles d'être frappés par les Russes, afin d'établir un itinéraire sûr pour l'équipe du lendemain. On a fait le plein du bus sur une station éloignée de la ville, afin de ne pas être trop ralenti, et surtout pour éviter les stations trop pleines de monde susceptibles de se faire bombarder aussi. Après avoir récupéré les fixeurs de l'ONG, on arrive à la gare d'Lviv. On voit beaucoup d'Ukrainiens, ils arrivent de l'Est, certains ont déjà tout perdu dans les bombardements, d'autres sont déposés par leur mari en uniforme. Du côté du bus, on s'organise. On remplit un bus après l'autre en fonction de la liste nominative de l'ONG, des femmes, des enfants et des personnes âgées uniquement. Niveau sécurité, aucun débordement, à part parfois des gars qui sont pas sur la liste et qui souhaitent monter à bord, mais qui sont vite dissuadés par notre présence. Niveau bombardement, on a eu des alarmes, des petits bombardements assez éloignés de la gare, mais rien de très inquiétant. Quand le premier bus est rempli, on met un gars de la team dedans et il part de suite sans attendre les autres. Le but n'est pas de se déplacer en convoi, mais bien d'éviter de se faire tous bombarder aux mêmes endroits. Sur la route, les réfugiés sont à la fois soulagés d'être extraits, mais terriblement stressés à l'idée de refaire une vie en Europe. Imaginez-vous dire au revoir à vos proches, séparer votre couple et partir émigrer dans un pays voisin en quelques jours. La plupart ne savaient même pas où aller une fois sortis du bus. Le plus dur pour cette mission a été le fait de faire des journées interminables de bus où le stress du bombardement restait quand même assez palpable. Notre équipe a extrait 928 réfugiés. Après les extractions, l'ONG qui nous emploie nous demande de faire un extra sur le camp de Medica en Pologne. Le but étant de travailler en collaboration avec la police polonaise sur de l'anti-kidnapping au sein du camp de réfugiés. Au moment où nous arrivons, les aides venant de l'Europe ne sont pas encore super bien réparties et certaines personnes malveillantes souhaitent faire monter dans leur voiture les femmes et les enfants à des fins de réseaux de prostitution et de trafic d'organes. Alors comment ça se passe en vrai ? On s'équipe en low profile, par binôme, et on se déplace dans le camp, habillé en personnel d'ONG, tout en laissant traîner nos yeux et nos oreilles pour la prévention du risque. Quand on décèle une personne suspecte, on la prend en photo discrètement et on lâche l'info aux policiers locaux qui s'occupent du contrôle. On a également dû faire face à la mise en place du marché noir par des Ukrainiens qui venaient récupérer du matériel humanitaire côté polonais et qui repassaient tout de suite la frontière pour revendre ça côté ukrainien. Je me rappelle aussi des animaux, les oubliés de la guerre pendant un certain temps, qui arrivaient parfois seuls ou grâce à des personnes qui les avaient récupérés suite à des bombardements. Plus tard, une ONG s'est mise en place pour nourrir et retrouver les propriétaires de ces animaux paniqués par les bombes. Pour cette 3e mission côté ukrainien cette fois, notre groupe est repéré via les réseaux sociaux par un officiel d'une mairie française souhaitant apporter de l'aide à une commune ukrainienne. Jusque-là, pas de soucis, on est déjà sur place, on connaît les gardes frontières et les différentes routes pour assurer un passage sans encombre. Sauf qu'il y a un hic. Le matériel médical est en fait uniquement du matériel de protection balistique et a mis 2 semaines à nous rejoindre du côté polonais à cause de l'administratif important que rencontre ce type d'objet. Étant chef de mission et en charge de monter l'opération de A à Z, j'ai baptisé cette OP l'opération Black Medicine. Les 2 semaines de battement nous ont permis de gérer une très grosse préparation mission depuis notre hôtel en Pologne. On a mis en place un véritable centre opérationnel avec une personne en charge du renseignement en temps réel des cas non conformes éventuels sur nos routes. Station essence bombardée ou sans carburant, checkpoint, zone à risque de bombardement, etc. Véritable touch and go, cette mission s'est déroulée en 48 heures. Nous avons d'abord rejoint Lviv, où devait nous attendre notre fixeur, qui a préféré nous laisser seuls sur ce coup au dernier moment. Sur cette allée, pas de souci particulier.
on avance vite et nos laissez-passer et lettres d'invitation de la part de la mairie ukrainienne d'accueil nous facilitent les passages des checkpoints. Sur place, on rencontre le maire, très content de cette collaboration, qui nous offre des patchs de l'armée ukrainienne. Le lendemain, on décolle pour le retour, et là, les problèmes commencent. La station essence sélectionnée pour faire le plein de notre véhicule ne délivre plus notre essence. On a dû rester sur ce point 1h30, le temps de demander de l'aide à la mairie d'accueil qui nous a envoyé un gars avec un jerrycan. Du coup, on repart et on se dit, direction Lviv pour compléter notre réservoir, on passe la frontière et basta. Sauf qu'un contact sur place nous dit que les Russes bombardent actuellement Lviv. On choisit une station essence sur les abords de la ville. À ce stade, pas le choix, il nous faut de l'essence. On fait le plein du véhicule en regardant les fumées des bombardements au loin et on repart vite fait. 10 minutes après notre départ, la station essence s'est faite taper par un missile russe. On a rejoint la frontière et avons quitté le pays sur un succès mission. Alors niveau contre-mesure, on a fait beaucoup d'études de route pour déterminer les meilleurs itinéraires, nous exposant le moins au risque au bombardement, et aussi pas mal de prises de renseignements sur les réseaux russes et ukrainiens par une amie russophone qui elle était restée en France, ce qui nous permettait de démêler le vrai du faux des différentes frappes sur nos éventuels points d'arrêt. Les réfugiés étaient à la fois contents d'être évacués et très anxieux à l'idée de se retrouver seuls en Europe. En fait, beaucoup ne savaient pas où aller à leur sortie du bus côté polonais et craignaient d'être récupérés dans de mauvais réseaux, comme expliqué dans la vidéo. Il y avait cependant un énorme patriotisme et un soutien total aux combattants de leur pays. Niveau médic, les réfugiés n'étaient pas spécialement blessés. Les rares blessures légères étaient gérées par la Croix-Rouge au niveau de la gare d'Lviv. Par contre, au niveau équipe, le TECC ou médic tactique était clairement un plus dans les équipes. Au niveau plus général, au début de la guerre, les garrots manquaient considérablement. Certains ont envoyé des garrots chinois, ne répondant à aucune norme, qui ont tous cassé lors de leur utilisation sur le terrain. Sinon, sur le camp de Medica, on a pu noter la présence des pompiers français et de la Croix-Rouge disponibles à effectuer des soins. Eh bien, on n'était pas là pour combattre, mais bien pour extraire. Nous n'avions pas d'armes et clairement, nous n'en avions pas besoin. Encore une fois, le seul vrai risque était les bombardements. Nous avons donc adopté une tenue civile pour se fendre dans la masse, mais nos gilets tactiques et casques restaient avec nous en permanence. Nous les mettions uniquement en cas de bombardement. Alors les règles d'engagement, ça, c'est pour les missions de combat. Nous étions soumis à la légitime défense au même titre que n'importe quel touriste en transit dans un pays étranger. Pas plus. La France est très claire sur un point. Elle ne veut voir aucun militaire d'active aller combattre en Ukraine, et ça inclut également les réservistes qui pourraient se faire virer de la réserve opérationnelle. Pour les combattants français civils, la France ne les aidera pas en cas de pépin et partir dans les brigades internationales est complètement déconseillé par notre gouvernement. Pour ma part, je suis allé en Ukraine avec un contrat de travail comme un expat qui bosse à l'étranger. Bien que j'ai été briefé avant mon départ, je n'ai eu aucun problème à revenir en France. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que quand les réfugiés passent la frontière et qu'ils pensent être tirés d'affaire, ils font en fait face à des mises en place de réseaux de prostitution et de trafic en tout genre. Ils quittent la guerre et ne sont toujours pas en sécurité. Les ONG les aident à passer la frontière, ok, mais après, une fois descendus du bus qui les rapatrie, ils sont seuls face à eux-mêmes. Et là, si t'as pas un plan, c'est le début des emmerdes. De ce que j'en ai vu, ils sont persuadés de gagner. Ils vont gagner et pour eux, c'est juste une question de temps. Ils sont patriotiques à tous les niveaux, les soldats sont confiants et les civils actifs pour leur soutien. Comme on l'a dit dans la vidéo, le plus gros risque pour nous, c'était les bombardements. Le couloir humanitaire de l'ONU n'était pas encore en place lorsqu'on était là-bas. Les Russes, eux, sont sur le front Est, à plusieurs centaines de kilomètres de là où nous étions. Du côté Ouest, les bombardements se sont intensifiés au fur et à mesure que l'aide occidentale, elle, a accéléré. Voilà les Ops, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aide à y voir un peu plus clair sur ces missions spécifiques. N'hésitez pas à aller sur mes différents réseaux sociaux, les liens sont en description. Ciao les Ops, on se voit sur le terrain.